Tous. Je vais vous parler aujourd'hui des contraintes et des possibilités liées à la technologie d'impression 3D poudre, du design et des matériaux. Donc, ça va être une présentation un peu plus, je veux dire, terre à terre, avec moins de calculs que M. Mohamed Boutaous. Mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Alexis Morfin, je travaille chez Arkema depuis 2018. Et mon chef, c'est Benoît Brûlé, qui s'occupe du groupe Sciences et Matériaux Poudre. Et donc, je travaille depuis janvier 2018 sur l'impression 3D de différents polymères chez Arkema. Le centre de recherche dans lequel je travaille, il est situé à Serquigny. Ça paraît assez loin de l'école polytechnique avec les restrictions des 1 km, mais en fait, ce n'est pas si loin que ça. C'est en Normandie. Et il se compose d'une usine. Vous voyez à gauche de l'écran, il y a une route qui sépare l'usine à gauche et le centre de recherche à droite. Donc, je travaille au centre de recherche. C'est plutôt agréable d'avoir l'usine aussi pour avoir les polymères en scale-up plus facilement. Voilà. Je pense que Mohamed, c'était bien d'avoir la présentation avant, parce qu'il a pu présenter les différentes technologies d'impression. Je voulais juste dire que Arkema s'occupe aussi de ces différentes technologies, donc c'est assez intéressant. Elles sont étudiées dans différents centres de recherche, notamment par exemple la FDM est étudiée à King of Prussia en Pennsylvanie aux États-Unis. Et aujourd'hui, je vais plutôt parler de ce qu'on fait au Cerdato, Powder Bed Fusion. C'est l'impression 3D poudre. Et je vais vous présenter qu'il y a plusieurs technologies. Il n'y a pas que le laser. Il y a aussi d'autres technologies avec des encres, mais toujours une source électromagnétique qui vient fondre les poudres. Donc, je vais vous présenter les deux principales technologies maintenant. J'espère qu'on peut voir, mais il y a deux principales technologies. La technologie que Mohamed a présentée et puis que tout le monde connaît, c'est la technologie Selective Laser Sintering. Donc, on ne peut pas mettre la vidéo. Bon, c'est pas grave. Mais c'est une technologie où un laser vient fondre des poudres sur un lit. Ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est que on peut utiliser des paramètres laser différents selon la pièce. Donc, on peut faire des pièces différentes avec des propriétés différentes dans un même lit de poudre. Ces machines, souvent, elles sont sous atmosphère inerte, donc c'est intéressant pour la stabilité thermique des poudres. Par contre, le laser, certes, ça va vite, peut-être par rapport à un filament, mais c'est quand même assez lent, parce qu'il doit parcourir toute la surface à fond. La deuxième technologie, c'est le multi-jet fusion. C'est une technologie qui est avec une encre. Il y en a d'autres aussi, high speed sintering. Et cette technologie, c'est la technologie qui est développée par HP. Et c'est dommage, on ne peut pas voir, mais c'est une technologie qui est très rapide, puisqu'en une passe, on vient déposer l'encre et une source électromagnétique vient fondre là où on a déposé l'encre noire. En fait, l'encre noire absorbe plus que la poudre qui est blanche. Et du coup, les zones où on a mis l'encre, quand on passe la source électromagnétique sur tout le lit, seulement ces zones vont fondre. Donc, c'est indépendamment de la surface à friter, à fondre, on a un temps de couche qui est le même. Ce n'est pas du tout la même chose que le laser où plus on a de surface à friter, plus c'est long. Et là, tout fond en même temps. On n'a pas de problème de boudins qui coalescent l'un à l'autre. Voilà. Donc maintenant, je vais parler plutôt du design et ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire dans l'impression 3D poudre. Donc j'ai séparé en deux parties, une partie plutôt le design de job, ce qu'on appelle job, et plutôt deuxième partie le design de pièces. Donc ce qui est intéressant dans l'impression 3D poudre, c'est qu'on peut faire différentes pièces dans un même lit de poudre. Et donc on peut vraiment faire de la production de plein de pièces et de la personnalisation, c'est-à-dire que chaque pièce peut être différente. Donc c'est quand même intéressant, on peut designer des jobs vraiment complet avec plein de pièces. Je pense que c'est intéressant par rapport, je pense, au FDM, où on est obligé de faire une pièce à la fois. Voilà. En ce qui concerne les pièces, on peut vraiment faire des pièces qui sont complexes,
puisqu'on n'a pas besoin de matériaux de support, puisque la poudre supporte les pièces elles-mêmes. Donc, par exemple, on peut faire des pièces embriquées les unes dans les autres, ou des pièces assez compliquées comme celle-là, vous l'avez aussi à l'écran, ou des petits hérissons. Et on a une très bonne définition, relativement bonne, je dirais. On peut aller jusqu'à un demi-millimètre de définition. On verra, ça dépend du matériau aussi, mais c'est aussi limité par la technologie. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut faire des pièces techniques avec des propriétés qui sont assez isotropes. J'ai mis pseudo parce que ça dépend du matériau aussi et de la technologie, mais on arrive à avoir des propriétés isotropes. On a toujours la même problématique en FDM, l'impression 3D, c'est une impression couche à couche, et on a une bonne coalescence au sein du même couche, mais c'est compliqué de coller les couches entre elles. Et pour l'impression 3D poudre, ça se passe assez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire dans l'impression 3D poudre? Dans l'impression 3D poudre, si on veut imprimer plusieurs pièces, il faut qu'elles soient séparées les unes des autres d'une distance assez confortable pour éviter qu'elles collent ensuite entre elles. Donc, si les pièces sont trop proches les unes des autres, il va y avoir de la diffusion thermique et ces pièces vont coller. Donc, on essaie de se donner une zone confortable, et ça dépend des matériaux, mais on se donne 4 mm entre chaque pièce. Ce qui fait que les jobs, donc l'ensemble des pièces à imprimer dans le lit, ils sont majoritairement constitués de poudre et il y a très peu de pièces. Donc, on considère que 15% de pièces dans un bac de poudre, c'est déjà beaucoup, vraiment beaucoup de pièces. Voilà. Deuxième contrainte sur les pièces, plutôt, c'est qu'on ne peut pas faire des surfaces fermées et vides à l'intérieur. Ça, c'est un gros désavantage par rapport au FDM. On peut faire des structures à l'intérieur, faire quelque chose de flexible, par exemple. Mais ici, on est obligé, si on veut faire une structure nid d'abeille, d'ouvrir les nids d'abeilles, de ne pas avoir une surface fermée autour de tout ça. Vous voyez sur ces casques, on ne pourrait pas les faire fermer. Aussi, on ne peut pas faire des pièces qui sont très très grandes, puisque les machines les plus grosses en SLS, donc ce n'est pas les machines qu'on a nous, mais les machines qui existent, elles font maximum 70 cm de long. Et pour remplir ce type de machine et faire des pièces, il faut à peu près 160 litres. Et étant donné la densité de notre poudre, ça fait à peu près 100 kg de poudre à mettre pour faire un run. Donc, c'est assez compliqué de faire des grosses pièces. Pour la définition aussi, j'ai dit que la définition était bonne, mais elle est aussi limitée. Elle est limitée surtout, j'ai mis dans l'ordre en fait ici, par la définition, la taille du laser. On pense que le laser il fait à peu près 450 microns de large, mais peut-être Mohamed pourra me dire si c'est pas ça. Aussi la taille des couches, on essaie d'utiliser des couches qui font 100 microns d'épaisseur. Et enfin, donc là, vous pouvez voir, et enfin la taille des poudres. Donc, vous pouvez voir par exemple une éprouvette coupée, à quoi ça ressemble le trajet du laser. Donc, l'éprouvette, elle est en rouge, et le trajet du laser, il est en vert pour le hatching, donc l'intérieur, et les contours en bleu. Vous voyez que le laser, on ne le fait pas aller sur le contour, sur le bord de la pièce, sinon la pièce serait trop grosse. Donc on peut imaginer que pour une pièce très très fine, on ne peut pas la construire. Et sur l'image de droite, on voit les couches de 100 microns, parce qu'on a imprimé cette chose à plat, et c'était un peu bombé, et on voit les couches. Voilà pour les designs. Maintenant, je vais parler un peu plus du matériau. Nous, ce qu'on voit, les prérequis du matériau. Donc, je vais commencer par les prérequis pour avoir une bonne définition de pièce. Et ensuite, donc la première chose pour avoir une bonne définition, c'est d'avoir une bonne poudre. Et une bonne poudre, ça veut dire une poudre qui ne soit pas trop grosse. Donc l'objectif, c'est les poudres, en fait, on a plusieurs gammes de poudres et elles peuvent être synthétisées ou fabriquées de manière très différente. Et elles se retrouvent sous forme d'une distribution de taille. Et on essaye d'avoir une taille maximale, le D90, donc 90% des plus fines, qui soit assez fin pour avoir une bonne définition et un bon toucher. Et c'est assez difficile pour certaines poudres qui sont broyées
et dont la polydispersité de la taille est assez large. Donc c'est difficile d'avoir des poudres fines pour ce genre de type de poudre. Qu'est-ce qui est aussi intéressant pour avoir une bonne définition, c'est d'avoir une bonne coulabilité de la poudre. Quand la poudre va être étalée, les couches vont être étalées, il faut qu'elle puisse bien s'étaler sur le lit et qu'il n'y ait pas de défaut sur le lit, sinon on a des pièces qui sont moches. Et aussi, quand on essaie de remplir les surfaces fondues par de la poudre, il faut que la poudre puisse bien couler dans ces surfaces fondues. Et par exemple, là, on a une image d'une éprouvette où on a une mauvaise coulabilité de la poudre sur les zones fondues de l'éprouvette, et ça donne des pièces qui ne sont pas très jolies et qui ont des mauvaises propriétés mécaniques aussi. Au niveau de la densité, on cherche une forte densité. Là, du coup, j'ai essayé de modéliser la taille des couches à friter par une équation, mais je pense que celle de Mohamed était un peu mieux. Mais en fait, quand on vient déposer 100 microns de poudre à une densité 0,33, en fait, en fondu, on se retrouve avec 33 microns. Mais ensuite, le bac descend de 100 microns. Donc, on se retrouve à remplir le vide de 177 microns. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on voit qu'on arrive à un moment à devoir friter des couches de 300 microns. Donc, avoir une densité plus proche de la densité du fondu, c'est intéressant pour avoir une taille de poudre à fondre qui soit à peu près constante. Est-ce que je suis dans le timing ? Une deuxième chose qu'il faut pour avoir une bonne définition, ce qu'on pense, c'est d'avoir une bonne séparation entre l'état poudre et l'état fondu. Donc, par exemple, je présente deux matériaux, un avec une enthalpie de fusion faible et donc le matériau 1 qui a une enthalpie de fusion faible et un pic de fusion qui est très très large, et on voit qu'il y a une très mauvaise séparation entre l'état poudre, par exemple à 80 degrés, l'état poudre, et l'état fondu à 150 degrés. Par contre, le matériau 2, on voit bien que si on se retrouve à 180 degrés, on est sous forme de poudre, et alors qu'à 220, on est bien fondu. Ça, c'est un matériau qui est quand même plus intéressant pour nous pour avoir une bonne définition. Le matériau 1 donne quelque chose où la fusion est très sensible à la température, et du coup, on a quelque chose de pas précis, alors que le matériau 2 donne quelque chose de plus précis. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche, d'avoir ces propriétés thermiques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Arkema, parce qu'on a pas mal de matériaux semi-cristallins, et on peut vraiment modifier la chimie pour avoir une bonne séparation entre la poudre et l'état fondu. L'état poudre et l'état fondu. Par contre, une mauvaise nouvelle, c'est que pour avoir une bonne définition aussi, et pas que, il faut aussi réduire la cristallisation. Donc en fait, c'est assez contradictoire, mais il faut un matériau qui soit assez cristallin pour avoir une enthalpie de fusion qui soit forte, mais il ne faut pas qu'il cristallise trop vite. Pourquoi il ne faut pas qu'il cristallise trop vite? Parce que s'il cristallise trop vite, il va y avoir une différence de température entre le haut du lit et le bas du lit qui va faire un retrait plus rapide en haut qu'en bas, et on va avoir une force qui va tordre l'éprouvette, et on va avoir une éprouvette qui est complètement tordue à la fin, ou une pièce qui ne sera pas plate, et qui aura une forme qui n'est pas celle voulue. Et c'est aussi réduire la cristallisation, ça permet d'avoir une meilleure coalescence. Donc, par exemple, si on prend deux matériaux type, un matériau qui a une mauvaise... Ce qu'on aime représenter, c'est le pourcentage de cristallisation en fonction du temps. Et on voit qu'un bon matériau, il va cristalliser lentement. Donc, on regarde le temps de demi-cristallisation, supérieur à 4 minutes. Et un autre qui cristallise beaucoup plus rapidement, c'est un matériau qui est mauvais, entre guillemets, pour la technologie. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comme matériau? Il faut un matériau qui ait une bonne coalescence. Et c'est une équation que j'aime utiliser, c'est cette équation de la coalescence. Je pense que c'est le modèle de Frenkel. Et dans cette équation, on voit que le temps de coalescence, il dépend de la tension de surface, de la viscosité et de la taille des particules. Et c'est vraiment ce qu'on voit nous aussi.
que la coalescence marche mieux avec des particules qui sont petites et facettées plutôt qu'avec des particules grosses et rondes. C'est compliqué à coalescer, il n'y a pas beaucoup de surface de contact aussi. On voit aussi que la viscosité, c'est très important et qu'un matériau mauvais un matériau peut être difficile à friter, à fondre s'il a une haute viscosité, ce qui est normal. À ce moment-là, on pourrait se dire oui, mais il suffit d'augmenter l'énergie du laser, mais c'est pas aussi facile que ça parce qu'on commence à un peu cramer le polymère et on a de la fumée partout dans la machine. Du coup, on partira plutôt avec un matériau avec une basse viscosité, mais pas trop basse pour avoir des bonnes propriétés mécaniques. Donc, il y a toujours des compromis à faire. Donc là, on peut voir, par exemple, aussi les strates des couches sur la photo du milieu à droite pour un matériau dont la coalescence couche à couche est mauvaise parce que sa viscosité est trop grande ou sa tension de surface qui est trop faible. Un dernier prérequis qu'il faut pour la poudre dans ce procédé de frittage, c'est de pouvoir recycler la poudre. En fait, comme j'ai dit au début, il faudra réutiliser ces 85% de poudre qui n'ont pas été utilisées pour faire des pièces. Et pour ça, il faut faire attention à designer des poudres, des matériaux, et designer un job et des pièces qui permettent à la poudre d'être recyclable. Donc, par exemple, si on a été trop chaud avec la poudre, ou si la poudre n'a pas les bonnes caractéristiques, on va avoir une poudre qui va grossir parce qu'il va y avoir une pseudo-agglomération des poudres entre elles parce qu'elles ont commencé à coller et pas complètement fondues. Il faut aussi on travaille sur le fait d'avoir des poudres qui ne donnent pas des pièces jaunes et des poudres qui restent blanches. Donc si on prend des poudres et qu'on les met dans la machine à des temps successifs, on voit que ça jaunit vachement. Et donc il faut essayer de rester le plus blanc possible pour être recyclable. Et on essaie aussi de contrôler la masse molaire, qui peut soit chuter, soit augmenter. C'est quelque chose qu'on essaie de contrôler. Ensuite, pour les propriétés mécaniques des pièces, quand tout se passe bien, quand on a suivi les prérequis du design et du matériau, on obtient des pièces qui ont des propriétés assez intéressantes, puisqu'elles sont bonnes, mais complètement différentes, assez différentes des pièces injectées de l'injection molding. On a des pièces qui ont une surface plus rugueuse et on a des pièces qui sont plus cristallines. Ça se voit aussi dans les propriétés mécaniques. Je ne sais pas si on peut dire ça se voit, mais on voit que nos poudres, elles ont des modules qui sont 50% plus élevés que les poudres de l'injection molding. On a l'impression qu'elles sont quand même plus cristallines, puisque le module est plus élevé. Par contre, on a une élevation rupture qui passe pour le PA11, par exemple, de 250% à 50%. Ah, là, j'ai fait une erreur. Pour le PA12 d'injection molding, on passe de 200% d'élongation rupture à 15 à 20%. Donc voilà, on a des propriétés qui sont quand même différentes. Donc j'en viens au résumé de cette présentation. J'ai eu plusieurs réunions avec des clients qui ont sorti cette petite anecdote, mais pour les propriétés finales des pièces, ça dépend des paramètres d'impression, de la technologie d'impression, du design et du matériau. C'est ces trois paramètres qui jouent ensemble et qui sont intéressants à voir. D'autre part, la technologie d'impression 3D, c'est une technologie pour produire des pièces. Et pour ça, c'est comme l'injection, on a besoin d'intégrer dans des modèles les nouvelles propriétés des matériaux et aussi les nouveaux designs qui sont possibles dans cette technologie. Là, j'avais des exemples aussi de structures, de designs qui sont intéressants pour le 3D. Donc, il y a des designs qui sont très différents. Il y a des designs, c'est plutôt des designs artistiques. Par exemple, ces brosses de mascara.
Mais il y a d'autres designs qui sont plus… on a besoin de plus de simulation informatique. Comme pour le sport, on utiliserait plutôt des structures lattices. L'automobile, on fait plutôt des optimisations topologiques pour réduire le poids des pièces et augmenter et conserver leurs propriétés mécaniques et d'autres solutions. Et du coup, c'est là où on a besoin aussi de simulation. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je n'ai pas été très long, mais j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup. Ben, je pense que c'est très intéressant pour les chercheurs de leur remettre la tête sur les épaules parfois. Et je suis sûre qu'il va y avoir des questions, parce que moi déjà j'en ai. Déjà, tu as Bruno Charrière qui voudrait te poser une question. Je le connais. Je sais que tu le connais. Bonjour. Bonjour Alexis. Tu as montré la distribution de taille de particules des poudres qui étaient manifestement monomodales. Et après, tu as dit qu'on avait un intérêt à augmenter la densité de la poudre. Oui, dans ce slide-là, justement. Est-ce qu'on a regardé, est-ce que ça présente un avantage d'utiliser des dispersions bimodales, par exemple, pour améliorer le patching? Alors, oui. J'ai fait dans la littérature et des expériences que j'ai faites. Alors, j'avais essayé, moi, de mélanger des poudres qui ne sont pas monomodales, mais des poudres de différentes granulométries avec des tailles, une taille de 20 microns de taille moyenne avec une poudre de 100 microns de taille moyenne. J'ai essayé de les mélanger à différentes proportions. Et ce que j'ai trouvé, ce n'est pas forcément ce que j'avais vu dans la littérature qui disait, c'était pour des cas monomodales, mais qui disait qu'il y avait un optimum de densité si on mettait 25% de fines qui rentraient dans les trous d'une poudre grosse. Là, ce que j'ai vu, c'est plus on a de fines, en tout cas pour des cas polydisperses comme ceux-là, plus on a de fines, moins ça coule bien et moins la densité est bonne. Donc c'était plutôt une courbe, plus on mettait de fines, plus la densité diminuait. Donc ça, c'est une première étude qu'on avait faite au tout début. Et puis une deuxième chose, c'est dans la littérature, je ne me souviens plus de l'article, mais on a vu que d'avoir des poudres monomodales sphériques, c'était moins bien que d'avoir des poudres facettées pour la coalescence. Ce n'était pas une réponse pour la densité, mais plutôt pour la coalescence. Donc finalement, c'est pas si mal d'avoir des trucs polydisperses. Alors j'ai complètement dévié de la question, mais j'espère… Non, mais la réponse est intéressante. Merci. Ok, Franck Pigeonneau a une question. Alors, déjà, j'avais un petit commentaire sur ce que vous venez de dire là, sur la densité des poudres. Effectivement, alors, souvent, ce qui est connu, c'est que même quand on a des poudres de plus en plus petites, donc, où on voudrait atteindre la compaction au maximum, ce qui peut se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il y a les forces de friction qui font qu'on n'arrive plus à descendre, ou ça dépend soit descendre la porosité, soit augmenter la densité. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous aviez vu comme effet. Oui, c'est ça. Ouais. Plus je rajoutais de particules fines, moins la densité était, plus la densité était faible. Ouais. Alors Et après, je pense que c'est la friction, oui. Ouais, si on compacte, on arrive des fois un petit peu à réduire, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile d'obtenir la compaction maximale. On a vraiment du mal. Alors, moi, j'avais une question sur la viscosité. Là. Vous avez présenté des données de viscosité. Celle-là ou celle d'après? Non, celle-ci. La 11. Pardon. Oui, ok. Et la question que j'avais, c'est de quelle viscosité s'agit-il? C'est la viscosité du plateau newtonien de vos matériaux ou comment c'est caractérisé, cette viscosité? En fait, on vient au début fondre le matériau pendant un certain temps aux températures, là, des points. Et puis là, c'est la viscosité à 1 Hertz. 1 Hertz. D'accord. Donc, oui, donc du coup, ça doit être la viscosité plateau. C'est-à-dire c'est vraiment à un gamma point qui serait faible. Oui, c'est ça. Normalement, ça C'est se. pas une viscosité à 1000 ou 10 000. D'accord. C'est plutôt sur la courbe plate. D'accord, oui, sur le plateau newtonien. Oui. Sur le plateau, oui.
Dernière question, c'est sur celle d'après, là, vous parliez de jaunissement. Oui, Du coup, j'ai pas compris quelle était l'origine de ce jaunissement. C'est un effet chimique ou… oui. En fait, que ça soit dans les machines de frittage laser qui sont sous azote, il y a quand même un peu d'oxygène, ou la partie D'accord, qui est sous oxygène, en fait, on a beaucoup de thermo-oxydation parce qu'on reste très, très d'accord. proche de la température de fusion. Et les runs durent des fois 48 à 72 heures. Donc, on a des poudres qui jaunissent pas mal. Ok, Histoire plutôt chimique, oui, c'est vrai. ok, merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, j'ai une question sur le slide 13 de comportement. Oui, ouais, je vais changer ça. Pardon. Tu as dit le module est plus élevé, donc ils sont plus cristallins. Là, C'est faux, ça? tu fais quand même un petit raccourci. Oui. Est-ce que vous avez des mesures de cristallinité? Oui, alors, j'ai pas de mesure de cristallinité là sous la main, mais ce que je peux dire, c'est que dans le procédé MJF, qui est très rapide, on a des pièces qui sortent quand on fait des petits runs avec des modules de plutôt 1300 MPa. Et quand on les met dans le four en recuit pendant un certain temps à 180 degrés, au-dessus de la TG ou la TC, on voit que le module il remonte vers 1700 MPa. Donc, en fait, on a l'impression qu'en faisant un recuit, on revient vers les conditions de la 3D. Après, les mesures de taux de cristallisation, je pense que oui, on doit avoir ça. Et je pense que oui, c'est plus cristallin. Et je me posais aussi la question de est-ce qu'il peut y avoir aussi une orientation cristalline ou ce sont des sphérolytes, quel que soit en fait le Je procédé. pense que c'est des sphérolytes parce que le module est le même dans toutes les directions. D'accord. Et je pense qu'on les a vus, les sphérolytes aussi, c'est des sphérolytes. Oui, c'est des sphérolytes. Ouais. C'est assez gros. Alors, je sais que mon chef, il a pas mal vu ça. Benoît, le mystérieux A00. Je peux confirmer que c'est des sphérolytes. On les mesure systématiquement, c'est des sphérolytes. Il n'y a pas d'écoulement qui oriente enfin, il n'y a pas de cisaillement qui peut orienter une cristallisation. Donc oui, c'est des sphérolytes et effectivement, ils sont gros parce que la cristallisation commence très proche de TF et le taux de cristallinité, il est supérieur parce que la cristallisation est très lente dans ce procédé de quelques degrés par minute. Comme l'a dit Alexis, on est à TF-10 en haut du bac et en dessous, au fond du bac, on est juste au-dessus de la TG. Une centaine de degrés, donc la cristallisation est très lente et assez parfaite. Oui, dans la compétition grossissement des cristaux et nucléation, c'est le grossissement qui gagne parce qu'on est beaucoup plus proche de la TF. On est de la TF. Ok, et pour résoudre finalement une hétérogénéité de température, là, pour que la cristallisation se fasse un peu plus lentement, il y a des moyens de chauffer, je ne sais pas, la plaque support, de chauffer l'environnement, ou c'est Oui, pas quelque chose qui se fait Ah, oui, j'ai pas dit, mais oui, toutes les machines sont chauffées. Il y a plusieurs parties qui sont chauffées. Donc oui, il y a la plaque du dessous qui est chauffée, la poudre qui arrive est chauffée et la poudre du lit est chauffée. Tout est chauffé et je dirais que tout est au-dessus de la température de cristallisation. Je ne sais pas si c'était la question. Si. Fait dans la machine. Très bien. Et tout est entre TF et TC, température de cristallisation et température de fusion. Pour avoir la meilleure adhésion couche à couche possible, pour avoir le phénomène de cristallisation qui soit